Il a commencé tard quand même. Hein. Je me suis bien rattrapé. Mais avec une Mexicaine. Donc une Mexicaine à Cannes. À Cannes. C'est intéressant, tu vois, c'est bien plus intéressant de parler photos du festival. Voilà, ça va, on en parle depuis 3 jours. Donc, donc la première fois, notre ami Stéphane s'est arrivé, il avait 18 ans, à Cannes, mais c'était pas le festival là. Ah non, 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 c'était... C'est l'époque où il était basketteur. Exactement. Ah, tu étais basketteur professionnel déjà? Non, je n'avais pas été retenu par Antibes à l'époque du grosse équipe. Ah oui, bien sûr. Et j'ai terminé dans un petit club national 4 à Bastia. Je suis devenu corse. C'est pas les États-Unis, en fin de compte, tu as été engagé aux États-Unis à l'université, non? C'est comme ça. En fait, j'étais étudiant d'échange dans l'Indiana. J'ai joué pour le lycée. Quand je suis rentré de l'Indiana, j'ai signé dans un club en France. Et après, je suis retourné. C'est quel club? C'était à Bastia à l'époque. Après, je suis retourné aux États-Unis. Là, j'ai joué en universitaire. Quand je suis rentré, j'ai joué en pro à Chalon-sur-Saône. Et tu as encore gardé contact maintenant dans le milieu du basket, plus vraiment. C'est un peu fini. Tu sais, c'était en 81. Oui, mais tu regardes les matchs, l'intérêt. Bien sûr, et puis là, je suis sur un projet. Mais les gens comme Tony Parker, tu peux les rencontrer? J'ai joué contre son père. Ah ouais. Son père était un grand basketteur aussi? Son père faisait partie des mercenaires du basket. C'est des mecs qui ne pouvaient pas jouer en NBA aux États-Unis et qui avaient quand même un certain niveau, qui venaient en Europe. Quand ils étaient très forts, ils jouaient ou en Italie ou en Espagne, parce qu'il y avait des grosses équipes à l'époque. Après, c'était la France, et puis après, ça descendait. C'était Hollande, Suède, Angleterre, et il y avait toujours... en général, tu avais le droit à 2 basketteurs, deux nouveaux joueurs par saison. Donc j'ai joué contre son père. Jusqu'à quand tu as arrêté le basket? J'ai joué en compétition de 15 ans à 35 ans. Ah oui, vachement, ah oui. Ouais. Et tu as commencé la photo à quelle époque? J'ai commencé petit, parce que mon père faisait beaucoup de photos. Et puis quand j'ai joué en... Il est bon le vin d'ici, hein? Ouais. Pas compliqué. Quand j'ai joué en universitaire à Seattle, j'ai fait un cursus de communication visuelle et j'ai choisi photographie. Tu as beaucoup photographié des basketteurs? On m'a proposé la direction d'un magazine qui s'appelait Maxi Basket à l'époque. En France? En France. Et ma première femme venait juste d'acheter un cabinet dentaire dans la région, donc il fallait s'installer à Orléans ou au Mans, je crois. Il a dit non, c'est pas possible. Et c'est là que je suis devenu photographe de croisière. C'est-à-dire que tu pouvais pas faire un truc de Maxi Basket, s'installer s'installer ici et il fallait aller vivre au Mans. Donc, et pourquoi photographe de croisière? Je ne vois pas pourquoi ça. Parce que j'ai refusé le poste. Et donc j'ai cherché un boulot et j'ai été embauché sur un paquebot de croisière, le Mermoz. J'y ai été, j'ai travaillé sur le Mermoz. J'ai fait des photos sur le Mermoz, monsieur, moi aussi. Voilà. Je savais pas. J'étais photographe à bord. Alors moi j'ai fait les photos du Mermoz dans les années 86-7. On allait à Haïti, j'étais à Haïti. Ouais, moi je suis allé aussi en Haïti. Tiens, souvent c'est le même bateau là. Et j'ai eu une aventure avec les lingères. Pas moi. En bas, en fond du bateau, elle triait le linge. Je me souviens avoir fait l'amour dans des tas de draps énormes. C'était un espèce de fantasme incroyable, tu vois. Il faut dire que les lingères de Mermoz, il y avait des belles filles qui travaillaient sur les lingères. Ouais, les femmes de chambre étaient super. Les femmes de chambre sur le Mermoz. Je confirme. Je confirme, tu vois. Moi c'était avec une hôtesse. Moi j'ai eu plusieurs. J'ai fait un seul voyage sur le Mermoz, mais j'ai beaucoup amusé. Bon, voilà. Bon. Et après le Mermoz. Après le Mermoz, je me suis mis à mon compte. C'est drôle, tu vois, les photographes, c'est vraiment toujours une espèce d'aventure, c'est un peu d'opportunisme, tu vois, ils naviguent un petit peu, ils vont d'un côté, d'un autre. C'est pour ça que j'ai commencé à faire la terre du ciel, parce que je faisais comme lui, quoi. Un travail par-ci, un travail par-là, j'avais pas l'impression de construire. Mais je voulais faire comme toi, moi. Je voulais être en Afrique, photographier les animaux. Quand j'étais petit, mon père ne faisait que m'acheter des livres sur les animaux, et où j'allais être vétérinaire, où j'allais jouer. Et je n'ai jamais fait un
plus appareil photo en professionnel. Faut le faire. J'ai jamais fait. Je ne sais pas où aller, je ne sais pas. Je peux donner les adresses. Voilà. J'adore ça. Si tu as de l'argent, le meilleur endroit c'est le Botswana, au Cameroun. C'est le plus bel endroit du monde, c'est une rivière. C'est intéressant, tu vois, on parle de photos, on parle de choses intéressantes, tu vois, c'est bien plus intéressant de parler du festival. Tu es d'accord avec moi? Tout à fait. C'est formidable ce festival, c'est génial, les bénévoles sont extraordinaires, il y a des belles expos. Ben non, on sait ça déjà, tu vois, il y a eu du discours là-dessus. Et toi, la première fois? Alors, le Botswana, alors je vais te raconter. Le Botswana est une rivière qui se jette dans un désert. Et donc c'est extraordinaire. Et donc il y a beaucoup d'animaux, c'est un endroit extraordinaire. Et c'est un endroit où tu peux marcher. Tu peux marcher près des éléphants. C'est un endroit, si vraiment tu es dans un bel endroit, c'est le safari les plus chers. Parce que c'est un truc un peu sélectif, mais c'est extraordinaire. La première fois c'était rue du Cirque, à Paris, là où Hollande, tu sais, elle avait les croissants sur scooter. Il y avait le gymnase. Le long de l'Élysée. Non, rue du Cirque, c'est. Non, pas du tout. La rue du Cirque, c'est le parallèle à l'Élysée, de Gabriel. Okay. Et un jour, j'ai décidé que j'allais promener le chien tous les jours. Pourquoi? J'avais vu une très belle fille qui promenait un grand dalmatien tous les jours. Donc, on se promenait chacun d'un côté d'un trottoir. On s'est regardé pendant 6 mois. C'était des gosses de 14-15 ans, tu vois, on sans rien dire. Au bout de 6 mois, je lui ai parlé. Au bout d'1 an, je l'ai embrassée. Et voilà, et un jour, elle est partie de chez elle. Et je vais te raconter une histoire qui est incroyable. Je n'ai jamais dit, je fais l'amour avec elle. Une chambre de bonne qu'elle avait au-dessus. Ça se passe merveilleusement. J'avais l'impression d'être le roi du pétrole, d'apporter à cet âge-là, tu tires 30 secondes, 5 fois. Tu vois, c'était ça. Non. Et je la revois 20 ans après. Et alors, je lui dis, tu te souviens comment ça s'est passé et tout. Elle se met à rigoler, elle me dit, Yann, je vais te raconter une histoire. Ce qui m'a le plus marqué, c'est que je ne pensais pas que les garçons sentaient des pieds si forts. Alors là, tu vois, ça m'a cassé mon cou. Et comme quoi, tu crois que c'était le super bon coup, mais pas du tout. Voilà. Allez, les anciens, toi, un cochon, ça mange de tout. Non, mais qu'est-ce que mangent les cochons en Bretagne? Ils mangent quoi? Ça mange du soja. Le soja, il est fait où? Avec les OGM. Il est fait où le soja? Mais, Au Brésil. Tu vois, le mec, il fait venir ici, il va venir à un écolo, il prépare même pas, il regarde même pas sur Wikipédia ce qui se passe avant. Non, j'ai fait venir un pote. Alors regarde. Faut arrêter de consommer les. Est-ce que tu peux me promettre que dans les prochaines 48 heures? Non. Dans les années prochaines, tu essaieras de faire du bio végétarien pour l'inauguration. Yann, vous avez du vin rouge bio de Pierre Vert. Attends, laisse-moi parler, on est en train de filmer, on a plein d'émissions de télé, tu es en train de nous couper, Claude, tu te rends compte? Est-ce que tu peux t'engager sur le prochain festival qui est plus de viande, que ce soit ou de la viande locale, qui est plus de viande industrielle? Est-ce que tu peux le faire? Oui. Moi j'ai gagné quelque chose, je ne suis pas venu pour rien. Tu vois? Exactement. Pourquoi? Ça c'est du soja. Pourquoi? Je vais t'expliquer. Parce que dans Bretagne, c'est les algues vertes, au courant des algues vertes. Oui. Les algues vertes, c'est quoi? C'est toutes les merdes des cochons. Il faut savoir qu'on élève 30 millions de cochons en France. Un cochon, ça fait 3 à 4 fois plus de merde qu'un être humain. Imagine, 30 millions. Cette merde, on en fait quoi? On la relâche dans les rivières, on les met comme engrais. Comme c'est des engrais extrêmement forts, il y a énormément d'algues qui poussent. Et après, il y a tellement de plantes qui poussent, les algues vertes, ce qu'on appelle l'eutrophisation, je vais peut-être le prononcer un petit peu mal, il n'y a plus d'oxygène et ça fait des mers mortes. Voilà, c'est terrible, les algues vertes en Bretagne, c'est épouvantable. Et en même temps, le soja, pourquoi? La Bretagne étant un pays très pauvre, les gens avaient des petits territoires. Un jour, on leur a dit, voilà, sur un hectare, vous avez 2 vaches, on va faire un sol en béton, et là, vous allez pouvoir élever 200-300 cochons. Et les cochons ne sont plus nourris avec ce que vous produisez, mais ils sont nourris avec du soja qui est apporté du Brésil. Pour faire du soja au Brésil, qu'est-ce qu'on fait? On fait de la déforestation. Donc à travers ça, il y a de la déforestation, il y a des OGM, il y a des pesticides, des Monsanto, il y a tout là-dedans. Il faut arrêter de manger la viande industrielle. Poulet, cochon, foie gras, il faut arrêter d'en bouffer. Il faut arrêter de manger à cause de la souffrance animale. C'est bon le foie gras? Oui, non, mais moi je suis devenu végétarien à cause de ça. Tu es végétarien toi? J'y étais pendant un long moment. Non, je suis devenu végétarien et après regarde ce que tu me sers. Attends, tu vois le sérieux du mec?
Tu veux que je parle d'écologie? Il m'invite ici. J'étais végétarien, regarde ce qu'il me donne à manger. C'est pas moi, c'est le maire. Non, ça c'est la mairie, ça c'est pas nous. Ouais. C'est pas moi, c'est le maire. C'est toujours la faute des autres. Tu vois, Faut lui rendre la médaille, le maire. Non, mais c'est pas grave, le maire est très sympathique. Il est sympa, André. Mais franchement, il n'a pas la conscience, il faut lui expliquer. Donc tu le travailles au corps. D'ailleurs, il va écouter mon show et il va sortir un peu déprimé. Et je pense que toute la cantine sera de l'école demain. On va faire attention. C'est promis. Bon, vas-y, qu'est-ce que tu veux me Je voulais te poser des questions sur l'écologie, parce que c'est quand même... Vas-y, Moi mais, aussi, mais c'est- Stéphane connaît un petit peu, t'as c'est vu, le- c'est un peu un oui. spécialiste, il a une espèce de conscience écolo extraordinaire, hein, Stéphane. Et je pense qu'il va venir que pour ça, vas-y. Donc, on est quand même en période difficile, délicate. Il y a le coronavirus. On parle d'écologie de partout. On voit bien que l'écologie, elle n'est pas au jour. Elle est- Ouais, mais après cette prise de conscience amoureuse du monde, de la vie autour de soi, est quelque chose qu'il faut travailler, qu'il faut éduquer, qu'il faut soi-même, tu sais. L'écologie, ça appartient pas aux écolos. On peut faire du pain bio, on peut faire du vélo, on peut planter des arbres sans être écolo. C'est quelque chose de naturel et qu'on comprend tous très bien pourquoi. Pourquoi il faut manger bio, par exemple? En France, on a perdu 80% des insectes. Moi, chez moi où j'habitais, il y avait des sauterelles partout. Je mets plus de sauterelles chez moi aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on met des pesticides partout qui tuent les insectes. On a perdu 80% des insectes volants. Les passereaux, on a perdu 30% des passereaux. Moi, j'avais les hirondelles, il doit en avoir au moins 30% de ce que j'avais avant. Évidemment, il n'y a plus d'insectes, il n'y a plus d'hirondelles. Donc, quelque part, et puis c'est pas moi qui parle, c'est simplement écouter les scientifiques. À fin de compte, moi je suis que le porte-parole des chiffres. Les chiffres que je vais vous donner ce soir, c'est que les chiffres qu'on prend, c'est les chiffres du GIEC. Il n'y a pas très longtemps, le secrétaire général des Nations Unies parlait de sauver l'humanité. Il disait le mot, on est en train de perdre l'humanité. C'est dingue quand on entend le secrétaire général des Nations Unies dire ça. C'est un discours qui est de la semaine dernière. Et en même temps, on vit dans une espèce de déni collectif, on dit bon, on verra bien ce qui va se passer. Vous voyez, de faire des enfants qui jouaient là-bas, bah, tu sais, c'est pas agréable de penser que ces enfants vivront un monde différent. Ils vont un monde beaucoup plus compliqué. Quand tu vois aujourd'hui les incendies en Californie, quand tu vois aujourd'hui les incendies en Sibérie, quand tu vois la production de blé en France, qui a descendu de 40% cette année, on a bien vu la sécheresse et la chaleur. On voit bien que le monde est en train de changer en ce moment. Chaque année, c'est l'année la plus chaude de la décennie, voilà, ou du siècle. On a l'impression qu'on va continuer, en fin de compte, on vit toujours très bien. Regarde, on est là, on est tous heureux, on ne vit pas moins bien. Alors on n'est pas encore touché dans notre corps, donc qu'un jour on sera un peu plus touché, mais on fera attention. Il y en a qui le sont déjà. Non, mais Il y a les réfugiés climatiques, Moi, je suis un migrant. J'ai choisi de vivre dans un pays étranger, je n'en ai pas pris la nationalité. Non, mais si tu veux, c'est invraisemblable. Et c'est là où la petite Greta, elle est très émouvante. Alors elle est maladroite, elle est peut-être un peu radicale, mais c'est elle qui a raison. Quand elle a 16 ans, elle t'explique ce que tu dois faire. Je raconte souvent l'histoire qu'il n'y a pas très longtemps. Je montrais un film, Planète Océan, qui est un film qu'on a fait sur la mer à des étudiants, à des jeunes de 14-15 ans, dans un cinéma à Hyères, dans le Var. Et il y a un petit garçon qui me dit, Monsieur Artus Bertrand, à la fin du film, c'est quand la fin du monde? C'est pas une question agréable, tu vois, tu te dis, c'est quelque chose qui est émouvant quand un enfant te dit ça. Et je lui dis, mais comment tu crois à la fin du monde? Je lui dis, écoutez, vous êtes gentil, mais moi je viens voir votre film, j'écoute les profs, je vois les journaux, je vois la télé, je vois le réchauffement climatique, j'entends ce qu'on dit. Si je crois à ce qu'on me raconte, on va vers la fin de l'humanité bientôt. Et je demande aux enfants, quels sont ceux qui croyaient à la fin du monde? Ça ne m'a pas fait rigoler, parce que 60% des bras, ce sont les bras. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui, les 14-15 ans, qui regardent le monde, ils sont comme nous, ils sont inquiets, et comme s'ils commencent leur vie, mais quelque chose, ça les travaille. On dit, ben voilà, 3-4 degrés à la fin du siècle, c'est invivable et tout. Et je comprends très bien cette colère rentrée qu'il y a, parce que c'est nous qui sommes responsables, c'est notre génération. Une génération qui a vécu, moi je me souviens quand j'avais 20 ans, on ne vivait pas comme aujourd'hui. C'est un monde, le monde a complètement changé, c'est même invraisemblable. On vit tous beaucoup plus vieux, nous sommes beaucoup plus riches, il y a moins de gens qui ont faim, il y a plus de démocratie, voilà, il y a le droit des femmes, beaucoup de choses se sont améliorées. On est passé, moi quand je suis né, t'imagines quand je suis né, 74 ans, on était un peu plus de 2 milliards, on est près de 8 milliards aujourd'hui. Il y a une façon de vivre, de consommer la planète, on est en train de consommer la Terre, c'est tout ça. Alors on vit dans une espèce de déni, on verra bien, on verra ce qui va se passer. Parce qu'en fin de compte, le monde n'a pas beaucoup changé, on est toujours aussi
Mais tu vois, la sécheresse qu'il y a eu cette année, les incendies, je pense, ça va faire réfléchir tout le monde. Et pour le permafrost en Sibérie, on vient de s'apercevoir qu'en fin de compte, ces feux sont spontanés. Les braises restent dans le permafrost, elles sont là tout le temps. Et quand il fait chaud, avec le méthane qui commence à, tu vois, des gaz inflammables, les incendies sont naturels. Et donc on pense que tout le permafrost, quoi, tout ce qui est, et le permafrost, c'est 30% des terres de l'hémisphère nord. C'est incroyable. Et c'est une espèce c'est du méthane qui est un gaz 24 fois plus puissant que le CO2. Voilà, et qui est, tout ça, ça paraît, comment t'expliquer, ça paraît tellement énorme qu'on n'a pas envie d'y penser. Ça dépasse notre imagination. Il y a un déni. Non, mais si tu veux, comment on peut raisonnablement penser que l'homme va disparaître sur Terre? On est tellement malin, on va trouver la solution, tu vois, on continue comme avant, quoi. Et malheureusement, on n'a pas trouvé la solution encore. Et on le voit bien en ce moment. Hein. Je pense que, tu vois, j'écoutais l'autre jour, je pense que Trump, sans doute, ne sera pas élu parce qu'il y a des conneries qu'il a dit sur le monde climatique. T'as beau être un américain moyen, quand tu vois ce qui se passe en ce moment en Californie, on s'en fout, c'est maladroit, mais c'est con. Et qui dit ce qu'il vient de dire sur la 5G alors que vous aviez demandé un moratoire. Donc il ne le tiendra pas, le moratoire. De toute façon, le 5G, on ne pourra pas aller contre. Il y a trop de c'est dans le progrès, on pourra pas lutter. Mais à un moment où on décide qu'il y a un moratoire et qu'on réfléchisse, ben, qu'on fasse un moratoire, qu'on fasse voter les gens et on décide. Je pense que de toute façon, la messe est dédite, mais c'est pas à lui de le faire comme ça. Il est président, il doit respecter les Français, quoi. C'est ridicule ce qu'il veut faire. Est-ce que tu penses que, comment dire, la politique, enfin l'écologie politique est une solution? Oui, c'est une des solutions. Donc il faut encourager les gens à voter dans l'écologie. Bien sûr. Je pense que tout est bon. Il faut avoir des maires écolos, il faut bien sûr l'écologie, mais c'est une des solutions. Parce que la progression qu'il y a eu aux élections municipales est quand même encourageante. Ça montre bien qu'aujourd'hui, les gens commencent à prendre en compte que rien ne sert à rien. Le moins de papier que tu ramasses, le moins de tri des déchets que tu es en train de faire, ça sert à quelque chose. Il n'y a rien qui est inutile. Il faut arrêter ce scepticisme, le cynisme permanent, il faut croire aux bonnes actions. Agir rend heureux. Tout n'est pas parfait, ça avance. Moi, je vote écolo depuis Dumont. Dumont, c'est les 70. Je m'en souviens. Et que dans mon village, il y avait 300 habitants. Je voyais ma voix. Une voix, Dumont. La mienne. Donc, tu vois, non. Donc l'écologie est une solution. Une des solutions. Non, mais l'écologie, on est tous écolos. L'écologie n'appartient pas aux écolos, l'écologie elle appartient à tous, tout simplement. Et donc l'écologie elle doit faire partie de ta vie au quotidien. C'est pas la solution, c'est une façon de vivre de tout le monde, du monde entier. De réfléchir à ce qu'on consomme, ce qu'on jette, ce qu'on produit. Il n'y a pas que ça. Moi mon pays c'est le 3e vendeur d'armes au monde. Ben que tu veux, quand tu vends des armes, par exemple en ce moment la France vend des armes en Arabie Saoudite qui vont bombarder le Yémen, ben, si tu veux, alors ça fait marcher la croissance. Je ne suis pas tellement fier que mon pays soit le 3e vendeur d'armes au monde. Ben là on vient de vendre des Rafales de vue à la Grèce. À la Grèce, oui. Ouais, bon, je trouve qu'on devrait s'interdire dans le pays des droits de l'homme de vendre des armes qui tuent. Sincèrement, l'écologie c'est ça. Essayer de convaincre les gens autour de toi, ceux que tu aimes, tes amis, de voyager en avion. Tu entends Stéphane? Le mec il m'a dit cet été, alors cette année il a fait New York, à France, Saint-Barth, Los Angeles, dis-moi encore. À Ostre. Moi c'est ce que je faisais, j'ai fait ça toute ma vie, donc je ne vais pas lui reprocher. Et je pense qu'il n'y a pas de reproche à faire. C'est à un moment donné, l'avion est aussi nécessaire à un moment donné, sur certaines distances. Nécessaire. Pas toujours, mais sur certaines. C'est pas nécessaire pour tout. Là à Saint-Barth, il était rencontré une copine, il n'avait plus. J'étais avec ma femme. Ah désolé, mais c'est encore pire.